Gérard Lepuil couvre énormément de points. Moi, j'en ai relevé un certain nombre, peut-être pour lancer un peu la discussion. Bon, manifestement, l'agriculture industrielle, elle est basée sur le capital et non pas sur la main-d'œuvre. Hein. Donc, c'est très clair. Elle est donc à ce titre-là complètement antinomique du développement durable et rural, qui est un des points qui est avancé dans la réforme de la PAC. Donc, il y a ce problème de dire on avance quelque chose et puis en réalité qu'est-ce qui se passe, donc malgré le fait d'avoir une surprime sur les 52 premiers hectares, est-ce que la PAC est capable de conduire à un développement rural? Moi je ne suis pas sûr. Il y a un problème également, c'est le lien avec la destruction de l'environnement, donc le problème écologique. Et puis il y a également un problème de santé publique que tu as soulevé avec l'usage complètement invraisemblable d'épandage de pesticides notamment. Et puis il y a un problème qui nous concerne au niveau du MPEP, c'est la relation au sein des pays de l'Union européenne. Et on l'a vu sur cette concurrence. Et chaque fois, finalement, on pointe toujours l'Allemagne. Donc, il y a, comme disait Jacques, à l'université d'Automne, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a quand même un problème allemand qui manifeste dans les règles de fonctionnement de l'Union européenne. Et puis, si on évoque la place de la PAC dans tout ça, au niveau de cette agriculture industrielle, on peut également se poser de ce que sera cette agriculture européenne dans l'aboutissement qui va apparaître dans le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc là également, il y a quelque chose qui est tout à fait redoutable. Donc voilà, moi, un petit peu les questions. Alors après, c'est comment traduire tout ça en termes d'options politiques pour qu'on ne soit plus dans une situation à subir à la fois cette agriculture industrielle et cette pression sur les grands groupes de distribution agroalimentaire. Donc voilà. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un certain nombre de questions et puis 3 ou 4 et puis ensuite Gérard répond. On a le repas qui est à 13h. Alors je ne sais pas si on doit s'arrêter un peu avant, peut-être. 45. Donc disons qu'on a un peu plus d'une demi-heure pour avoir ce débat sur ce thème. Bon, il y avait un organisme qui s'appelait le NIC, l'Office national interprofessionnel des céréales, qui avait pour mission de contrôler les aides de la PAC. Or, il a disparu. Il y a 3 ans, 4 ans, c'est un service public. C'est un service public. Il y a 3-4 ans qu'il a disparu, mais voilà, j'aimerais savoir maintenant quels sont les contrôles. Est-ce que c'est du déclaratif? Est-ce que... Réaliser l'agriculture, ce qui me paraît tout de même une nécessité. Est-ce que cette écotaxe qui était mal présentée ne serait pas tout de même une nécessité en la généralisant, en faisant payer tous les transports, qu'ils soient aériens ou sur autoroute, vraiment faire payer beaucoup plus cher le pétrole pour ces gens-là, pour localiser. Pour localiser aussi, il y a aussi l'histoire, en effet, des emplois sous-payés en Allemagne. Alors, je ne suis pas trop au courant de la législation pour employer ces gens-là, mais il me paraît parfaitement anormal que des gens travaillant dans une entreprise allemande soient sous-payés comme ça par rapport au salaire. Il faut dire qu'il n'y a pas de SMIC. Je ne sais pas si c'est la seule raison. Tu as dit, moi qui suis à la fois breton et normand, normand désormais mais breton avant, commune sur le port du Nambien, enfin qui est abominable dans ce domaine, que j'ai bien connu. Et à propos des DPU, moi j'ai un copain qui
qui effectivement est venu, c'est un peu, me semble-t-il, si j'ai bien compris, pire que ce que tu dis, parce que c'est quelqu'un qui produisait des veaux d'élevage. Et il y a effectivement 3-4 ans, donc il touchait 85 € par veau livré à l'abattoir. Et un beau jour, ils sont venus les voir et ils ont dit voilà, maintenant c'est fini tout ça, on te donne 55 €. Mais on prend la moyenne des 3 années et on y va comme ça. Il dit attends, vous êtes en train de me dire que je peux ne pas produire. Oui, ouais. Donc il a vidé ces trucs et il touche un chèque au mois de septembre et un chèque au mois de décembre, c'est lui-même qui me l'a dit. Hein. Donc voilà quelqu'un qui ne produit plus, on importe maintenant des trucs alors qu'on lui donne de l'argent, de la PAC. Il faut voir comment on marche sur la tête. Il m'a dit, je te le dis, mais il me dit, on ne dit rien à personne, toi, parce que c'est scandaleux à un point extraordinaire. Quoi, hein. Donc ça, c'est la première chose. Et je travaille avec, sauf que voilà, j'ai un paysan avec qui qui fait de la céréale en Normandie, hein, dans la plaine de Normandie, et ce monsieur-là m'expliquait que au niveau de la spéculation, parce que spéculation, on pourrait imaginer que c'est loin, machin, je sais pas quoi, mais ils en sont, lui, il vend que 50% de sa production un an avant de l'avoir semé. Mais il me dit, il y a des agriculteurs qui ont vendu pour avoir de la trésorerie leur production jusqu'à 3 ans. C'est ce qu'il m'a dit. Bon. Je dis, bon, ok, mais s'ils ne produisent pas alors, si jamais il y a un cataclysme, qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, ils sont obligés de payer. Il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il faudra bien qu'ils payent. Ça veut dire que les gens sont pieds et poings liés par cette PAC, par cette Europe qui bloque la globalité, qui les emmène dans des impasses extraordinaires, pas des petits paysans, hein. Et ils sont sur des... Alors voilà, ils ont des énormes tracteurs, ils sont avec des ordinateurs à regarder le cours du blé, en effet. C'est moi ce que tu as expliqué, parce que moi j'achète de l'orge et de l'avoine, par exemple, en ce moment pour mes chevaux, et je l'ai payé 25 centimes l'an dernier du kilo, et je suis passé à 18 centimes. Mais ils espéraient bien que ça allait augmenter un petit peu. Enfin, bon, ils ne savent pas où ils vont, quoi. 25 centimes l'an dernier, on tombe à 16 centimes après la récolte. Enfin, c'est ingérable leur affaire. Et ils sont pris dans ce mouvement-là. Voilà. Donc, on voit bien que effectivement ce que dit Michel, c'est-à-dire que cette Union européenne, une fois de plus, pose un problème insoluble, complètement insoluble, à mon avis aussi. Enfin, on peut produire en France, effectivement, pour satisfaire les besoins, me semble-t-il, en faisant un assolement, bien entendu, qui soit ce qu'on faisait. Enfin, moi, je suis fils de paysan, j'ai fait ça. Une anecdote importante par rapport à la Normandie. Je labourais, moi, il y a 40 ans, chez mon père, avant de partir à l'école. On était à 20 km de la mer, il y avait des mouettes qui arrivaient, qui venaient, 1 heure après on avait des mouettes qui arrivaient, et bouffaient les vers partout, et il y en avait partout. Bon. Maintenant je suis à 500 mètres, chez le paysan, à 500 mètres de la mer, il laboure, et il travaille des hectares de terre, il n'y a plus rien, il n'y a plus une mouette qui vient, c'est clair, ils sont pourtant pas loin, ils sont juste à côté. Hein. Et là, je le voyais traiter, je vais vite, mais je le voyais traiter, il traite les limaces maintenant. Et il me dit, on est obligé de traiter des limaces, on n'avait pas ça dans le temps, mais avec ça, mais il me dit, le régras, Monsanto nous avait trouvé, ou ailleurs, il nous avait trouvé un traitement pour contre le régras. C'est baisé, le traitement ne marche plus, on est obligé de traiter 2 fois, ils nous disent on va traiter 2 fois maintenant. Alors, je le vois sans arrêt, il se balade, il traite dans tous les sens, c'est extraordinaire, quoi. Donc, on voit bien qu'on va dans l'impasse. Aujourd'hui, l'agriculture biologique, est-ce que ça peut vraiment représenter un contre-pouvoir réel ou est-ce que c'est peanuts? Les circuits courts, enfin tous ces petits systèmes. Donc, je voudrais savoir quel poids ça représente actuellement, quel contre-pouvoir.